Vous êtes tous deux fondateurs de la fondation, du Forum mondial pour une réforme islamique. Quelle est cette réforme et quelles sont ses règles et ses grandes lignes? Brièvement, nous pouvons dire que nous avons un objectif global et d'autres objectifs secondaires. Mais l'objectif principal, c'est de redéfinir l'islam dans son essence. Parce que depuis des siècles, nous ne nous concentrons plus sur les objectifs de l'islam, mais nous parlons simplement des moyens. Nous sommes dans les moyens et non pas dans les objectifs. Il faut revenir au sens du djihad. Non pas le djihad dans le sens de tuer l'autre ou de celui qui nous combat, mais le djihad dans son sens. Il faut mieux le comprendre. Ce terme, à l'origine, c'est un terme qui est lié à des moyens et non pas à des objectifs. Il faut comprendre que le moyen doit être en conformité avec la fin. Donc notre objectif, c'est de revenir aux finalités de l'islam. Quelle est la plus grande finalité de l'islam? C'est la miséricorde et la justice. Et le texte coranique le dit très clairement. Par ailleurs, nous pouvons déduire un certain nombre d'autres objectifs, d'autres finalités qui rentrent dans ce cadre, dans le cadre de cette réforme. Pourquoi chaque fois qu'un musulman veut lancer une pensée de réforme de la perception ou de la compréhension de la foi et des préceptes religieux, tout de suite, vous avez des voix qui s'élèvent pour dire il est manipulé, on lui impose, il n'est pas musulman, on va même jusqu'à le traité de mécréant, takfir. Et pourquoi? Parce qu'il y a un manque, une sorte de manque absolument dramatique d'éducation dans le monde musulman, tout simplement. On est dans un, je vous rappelle quelques chiffres quand même. Aujourd'hui, dans le monde musulman, les pays arabes, non pas les pays musulmans, mais les pays arabes ont 3 fois plus de chômeurs que les autres pays du monde, que la moyenne mondiale. Les pays arabes traduisent beaucoup moins de livres en arabe que la plupart des pays du monde. On est à 4 fois moins de livres traduits en arabe chaque année qu'en grec. Je l'ai déjà dit ici. Donc déjà, il y a d'abord un manque d'éducation qui mène au complotisme. C'est tellement facile de toujours blâmer, tout est la faute toujours des Israéliens, des Européens, des Américains, etc., etc., etc. Mais soyons clairs, vous avez posé une question très simple. Moi, je laisserai toujours, je m'écrase devant le docteur Adnan quand il s'agit de théologie. Moi, j'ai aucune expertise en la matière. Et surtout pas devant quelqu'un d'aussi autoritaire, dont l'autorité, est aussi stellaire. Cependant, moi je vais parler de quelques aspects pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire La première chose à faire pour parler d'une réforme islamique, c'est de réunir les musulmans du monde entier. Les musulmans du monde entier, aujourd'hui, ils sont 1,6 milliard. On peut amener des gens de tous les pays et montrer qu'il faut donner le poids qu'elle mérite à l'Asie. L'Asie, sur 1,6 milliard de musulmans dans le monde, aujourd'hui, il y en a 1,1 qui sont en Asie. Or, on les entend très peu parler. Donc la première chose à faire, c'est de réunir les musulmans du monde entier, y compris les Asiates. Ne serait-ce pas une utopie? Non, il faut pas tous les amener dans un endroit. Hein. Non. Mais je veux dire, je pense que amener quelques personnes, amener une représentation significative des musulmans d'Asie dans un forum mondial va avoir un impact. Il faut également qu'on entende parler les musulmans d'Europe, qui sont particulièrement avant-gardistes, les musulmans d'Amérique du Nord, qui le sont également, les musulmans d'Afrique subsaharienne, les musulmans d'Amérique latine. Est-ce que dans ce forum, vous prévoyez également qu'il y ait des musulmans sunnites et des musulmans chiites? Bien sûr, absolument. Il faut réunir les deux. Malgré les guerres qui frappent aujourd'hui au Yémen et ailleurs. Et Adnan joue un rôle gigantesque de discours de paix entre les différentes tendances. Attendez, je voudrais développer encore un tout petit peu. Parce que on est... je sais qu'on est pressé par le temps, mais une des vocations de ce forum, une fois qu'on a réuni tout le monde dans la maison, si je puis dire... Je vous souhaite du courage. Ouais, j'entends bien. Oui. C'est d'arriver à déterminer, à devenir un point de référence pour permettre aux gens de comprendre aux musulmans et aux non-musulmans, de comprendre qu'est-ce qui est du ressort de la religion,
et qu'est-ce qui est du ressort de la culture? Parce que ça, c'est un des énormes problèmes. C'est une question qui va pas vous faire plaisir. C'est pas grave, c'est pas la première. Non, mais il n'y a pas de problème. Dans les critiques qu'on peut lire, et pas particulièrement pour vous, mais pour toute personne qui tente une réforme, bien évidemment, on parle immédiatement du complot et de la pression américaine pour vouloir réformer. Et là, on l'a même entendu de certains responsables politiques français et américains de supprimer les sourates du djihad, de supprimer la référence au peuple israélite ou aux juifs. Je veux dire, moi, je ne rigolerai pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en France, ils y sont arrivés en faisant supprimer des éditions de la Bible toute référence qui déplaisait. Donc, est-ce que il n'y a pas un risque réel, puisque c'est arrivé pour le Coran et l'islam? Alors, de toute façon, ceux qui disent alors moi j'insiste sur les mots. Oui. Il ne s'agit pas de réformer l'islam. L'islam n'a pas à être réformé. Il s'agit de poursuivre la pensée, de poursuivre un effort qui a été initié il y a plus de 100 ans par Mohamed Abdou, par Al-Kawakibi, par Iqbal. Il s'agit de prolonger cet effort aujourd'hui, ok? Et il s'agit en aucun cas de remplacer, de supprimer des versets, de faire plaisir aux Américains. Il s'agit pas de changer les textes. Il s'agit pas de les modifier. Il s'agit pas d'enlever des versets. Il s'agit, au contraire, et ça Adnan pourra renchérir là-dessus, il s'agit de se reconcentrer sur les textes. Donc, dans cette réforme de la pensée islamique, je pense qu'il y a eu plusieurs mouvements à travers l'histoire qui ont permis aux musulmans d'avancer dans le temps et de réformer leur mode de pensée et de perception des textes et des références islamiques. Aujourd'hui, cela pose énormément de difficultés parce que malheureusement, ce qui est appelé Oumma théorique, parce qu'elle est tellement divisée qu'on se demande où se trouve la Oumma, a beaucoup d'écoles de pensée et qui, beaucoup d'entre elles s'opposent à toute réforme parce qu'ils ont peur qu'il y ait des influences extérieures. C'est ce que je viens de poser comme question à Félix Marcard et je lui ai dit que beaucoup accusent les États-Unis de vouloir changer le Coran et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est également des demandes d'hommes politiques en France et ailleurs qui veulent supprimer les sourates sur le djihad. Est-ce que, je sais que votre mission de réforme n'est pas facile, mais comment vous pouvez faire un travail pédagogique pour faire comprendre que l'islam, comme l'a dit Albert Meyer Chennouf Meyer, le papa d'un soldat français tué par Mohamed Merrah, qui dit tous les musulmans, parce que dans l'islam, les gènes de l'islam portent la violence, tous les musulmans sont des nazis islamistes. Article publié hier. يعني يبدو أن هناك مجموعة أسئلة متداخلة. سأترك جزء التعليق ربما على الكلام منذ البداية وسأقول طبعا نحن علينا كما يقال أن نمضي في الطريق avancer, armés de tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais, en tous les cas, tout mouvement réformateur n'est jamais, dès le départ, au niveau de la Oumma. C'est un mouvement qui commence à un niveau plus petit, si vous voulez, pas directement au niveau de la Oumma tout entière. Alors, la réforme islamique doit commencer de l'intérieur de la sphère islamique, en prenant le discours islamique connu, traditionnel que nous connaissons. Nous devons travailler sur ce discours traditionnel et ensuite nous pouvons avancer. C'est-à-dire, il y a de très nombreuses réformes qui ont été avortées dans l'œuf. Pourquoi ? Parce que ces mouvements venaient de l'extérieur de cette sphère islamique, effectivement. Ce ne sont pas des savants musulmans qui les ont pris en charge et ce ne sont pas des savants musulmans, des érudits musulmans qui ont la connaissance du patrimoine et de l'héritage islamique avec ces mécanismes différents. Il faut que ça commence par là et ensuite on peut créer de nouveaux mécanismes. En tous les cas, moi je suis optimiste. Malgré la situation très complexe que connaissent les musulmans aujourd'hui, ces musulmans, justement, vont se retrouver obligés d'accepter le discours de la réforme. Je pense
que c'est au niveau de la jeunesse que cette soif d'un nouveau discours est la plus importante. Un discours qui puisse leur prouver que leur religion leur permet de vivre cette époque, leur permet de vivre leur humanité, de prendre en compte le contexte actuel et de relever les défis de ce contexte actuel. Un islam capable de relier, de créer un lien entre l'ancien et le nouveau, entre l'âme et le corps, entre l'esprit, la raison si vous voulez, et le cœur, entre l'individu et le groupe. Il y a maintenant tout un tas d'autres dualités qui doivent être prises en compte, et notamment le moi et l'autre, moi et l'autre religieux, l'autre dans tous les sens du terme, pas seulement au sens religieux. C'est le plus grand défi auquel l'islam fait face aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un discours d'un islam qui récuse l'autre, qui déteste l'autre, comme si nous étions un peuple élu. Il y a donc la question de la foi et de la raison. Et c'est une question qui se pose et se repose éternellement. Donc, même si c'est un dossier qui a souvent été ouvert, qui a souvent été traité, il n'a pas encore été vraiment pris en compte comme il le faut. Je pense que nous ne sommes pas parvenus à nos objectifs. Une dernière question, si vous permettez, parce que je sais que vous êtes pressé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui séduisent une partie de la jeunesse musulmane en Europe et qui va jusqu'à les pousser à aller faire ce qu'ils appellent le djihad en Irak, en Syrie, en Libye et ailleurs dans tous les foyers de tension. Comment convaincre, quel type de discours adresser à ces jeunes pour qu'ils comprennent qu'en vérité ils sont dans l'erreur et que ces groupuscules violents et extrémistes les poussent pas du tout vers le paradis qu'ils leur promettent, mais vers la perte de leur vie et de leurs espoirs et les espoirs de leurs parents. Je crois que nous ne pouvons pas simplement construire un petit discours, un discours tronqué pour faire face à un autre discours tronqué, lent et agressif. Le vrai défi, c'est de cristalliser une générale, comprendre dans son essence. Cette pensée n'existe pas, ou presque. Nous sommes les pratiques religieuses et plus du tout dans la pensée religieuse, les finalités ont été oubliées. Je pense qu'il faut cristalliser, recréer cette compréhension globale de l'islam. Ce sera un plan de sauvetage, si vous voulez, pour tous ces jeunes. Et je pense que si nous ne bougeons pas, si nous ne nous activons pas maintenant, et maintenant, ça n'ira pas. J'ajouterais un commentaire par rapport à ça. Je pense que là où Adnan est extrêmement fort et juste, c'est que les réponses qui sont apportées à ce problème de la radicalisation des jeunes et de leur fuite vers l'Irak. En Europe, la réponse souvent qu'on recherche, elle est religieuse. Vous avez parlé tout à l'heure de laïcité quasiment déifiée, etc. On appuie beaucoup sur ce bouton-là, si je puis dire, pour répondre à la radicalisation des jeunes. Or, là où Adnan est à mon avis très fort, c'est que la plupart des réformistes qui ont un discours sur le fondamentalisme sont en fait ont un discours qui n'est pas religieux, qui n'est pas théologique. Or, en réalité, pour contrer le fondamentalisme, il faut du théologique. Merci. Merci à mes deux invités, Adnan Brahim et Félix Markar. Merci. Nous avons été ravis de vous recevoir aujourd'hui.